Bienvenue sur Design et Collectivité. C'est le média, la chaîne YouTube et la plateforme de formation qui vous accompagne pour développer sereinement votre carrière en design et en innovation sociale. Enchantée, je suis Erika et je suis designer social. J'aurai le plaisir de vous partager des conseils sur comment dépasser le syndrome de l'imposteur. En effet, lorsqu'on est un créatif, un acteur de l'innovation, un consultant ou un chef de projet, il arrive très souvent d'éprouver ce syndrome de l'imposteur. C'est comme si on marche dans une sorte de tunnel, que d'un coup, on voit que les portes se refermer. Cela nous fait éprouver au quotidien du stress, remettre en question nos expériences et les compétences, alors qu'en fait, elles sont bien présentes. Peu importe votre niveau d'expertise, votre situation professionnelle ou votre façon de vous comporter, cela peut arriver à tout moment. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des astuces et des façons de faire pour pouvoir surmonter ce syndrome de l'imposteur. Le premier conseil que je souhaite vous partager, c'est tout simplement de prendre du recul et d'évaluer la situation. Il est préférable de vous concentrer sur vos actes et que plutôt de vous concentrer sur vos défauts. On va revenir un petit peu plus en détail sur cette notion, vous allez voir. Tout d'abord, le syndrome de l'imposteur est un problème qui est courant. Il va en fait se répéter de façon différente tout au long de votre parcours. Il s'agit enfin manque de confiance en vous généralement ou tout simplement lié à des mots-clés qui ont été formulés par les autres ou d'une situation stressante. Il peut être aussi lié à un environnement qui n'est pas propice pour vous. Donc, c'est des choses aussi à tout d'abord analyser. Il va être important de prendre du recul sur la situation pour vous permettre de comprendre à quel moment ce syndrome de l'imposteur intervient. Pour cela, je vais vous présenter 3 petites questions qui pourront vous aider. À quel moment se produit mon syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est quand je dois présenter un projet, par exemple à un commanditaire? Est-ce que c'est quand je parle à mon supérieur ou quand j'anime un atelier? Sur quel objet se focalise ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que j'ai peur de faire une erreur? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir les compétences nécessaires? Ou la peur de me tromper? Est-ce que c'est lié à des expériences passées qui peuvent être de la moquerie ou du handicap? Moi, à titre personnel, je suis dyslexique. Donc, il m'est arrivé d'avoir en fait un syndrome de l'imposteur lié à la dyslexie. Car beaucoup de personnes considèrent que le fait de faire des coquilles par-ci par-là fait que vous êtes incompétent. Bien sûr, cela n'a rien à voir et ne diminue pas les compétences en tant que designer. Peut-être même que ça les augmente sans que je le sache. Tout ça pour dire que le syndrome de l'imposteur prend une source quelque part. Le fait d'identifier va vous aider à mieux le cerner et à pouvoir mettre en place les autres astuces que nous allons voir juste après pour pouvoir le surmonter. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça va beaucoup mieux. J'ai découvert une astuce qui a vraiment révolutionné ma façon de procéder. Pendant très longtemps, je me focalisais sur le fait de faire des exercices d'orthographe pour améliorer la façon dont j'écrivais. Et clairement, oui, ça finissait par porter en fait ses fruits, mais clairement, c'était pas une partie de plaisir de se faire des dictées. Non, on n'adore pas ça, à moins que vous soyez un passionné. Dans ce cas-là, allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Dans mon cas, par contre, j'ai découvert le concept qui est d'améliorer ses qualités plutôt que ses défauts. Lorsque vous faites ça, vos défauts vont naturellement s'améliorer. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que vos qualités sont, entre guillemets, au-dessus de la moyenne. Et vos défauts, c'est considéré par les autres comme en dessous de la moyenne. Donc, si vous améliorez quelque chose qui est déjà plus haut chez vous, c'est une facilité, cela va augmenter naturellement le reste. Il y a vraiment une cohérence entre les choses. J'ai découvert ce concept en lisant Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et c'était très intéressant qu'il donnait un exemple d'un commercial qui, pendant très longtemps, comme moi j'ai pu le faire avec l'orthographe, s'était intéressé à essayer d'améliorer sa gestion du temps. Il était toujours en retard pour rendre ses rapports. Mais par contre, il était un excellent commercial. Tout le monde lui disait, mais bon, au moment de son entretien professionnel annuel, les personnes se focalisaient tellement sur le fait qu'il était en retard qu'il ne se sentait pas bien. Il s'est dit, bon, je vais vraiment essayer de mettre les bouchées doubles et me mettre à fond pour améliorer mon retard. Soudain, en parlant à un ami, il s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire. Il s'est dit: «Ah, et si je devenais le meilleur commercial et que j'améliorais mes capacités de vente, vu que je suis déjà bon, c'est pour les augmenter». Bien sûr, sans surprise, au moment de l'entretien professionnel annuel, l'échange a été tout différent. Il arrive, il entre dans la salle. Qu'est-ce qu'il voit sur la table? Une belle bouteille de champagne. Il était devenu le commercial numéro 1 de l'entreprise. Personne ne se plaignait de son retard, vu qu'il faisait des chiffres extraordinaires.
Et c'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est que focalisez-vous plutôt sur vos atouts pour améliorer vos défauts. C'est une autre façon de procéder qui vous apportera beaucoup plus de sérénité. Dans mon cas, ça a été de rédiger des articles. Sur le blog Vous avez les collectivités, vous allez découvrir plein d'articles, de conseils et d'astuces pour votre carrière. De temps en temps, vous verrez des coquilles. Mais le fait d'écrire au fur et à mesure m'a permis d'améliorer mon orthographe, plutôt que de me focaliser sur l'orthographe en lui-même. Voilà, trouvez quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous tient à cœur pour travailler sur vos compétences. Une autre chose qui m'a beaucoup fait rire lorsque je l'ai découvert et pris en compte, c'est l'effet de Dunning-Kruger. Est-ce que vous est déjà arrivé que quelqu'un cherche à vous expliquer votre métier ou quelque chose sur lequel vous êtes déjà expert? Personnellement, avec le design thinking, ça m'arrive de temps en temps de voir des personnes qui ont fait 1 heure de formation, qui viennent me dire à moi qui ai fait 6 ans d'études en design, quel est mon métier. C'est très bizarre et très inconfortable. J'ai compris par la suite que c'est ce qu'on appelle l'illusion de supériorité ou la montagne de la stupidité. C'est une autre façon de nommer ça. C'est que moins une personne en connaît sur un sujet, plus elle va se sentir expert. Donc vous qui ressentez ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous êtes un expert dans votre sujet et que vous arrivez à identifier les gaps et les points d'amélioration. Donc, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est que plus vous êtes expert, plus vous pouvez ressentir un syndrome de l'imposteur. Comprendre ce schéma de pensée et comment fonctionne notre cerveau va vous permettre aussi de prendre du recul sur la situation. Le deuxième conseil que je souhaite vous partager, c'est de tirer des leçons de vos erreurs et de trouver le bon côté des choses pour continuer à avancer. Il peut arriver que ce syndrome de l'imposteur ait été nourri par un événement du passé. Comme on a pu l'expliquer précédemment, vous avez peut-être en fait commis une erreur ou quelque chose s'est mal passé involontairement et du coup vous avez peur de vous tromper ou que cela se reproduise. Bien sûr, personne n'est parfait, cela peut arriver, il faut bien sûr savoir reconnaître ses torts et avancer. Donc, ne pas garder trace du passé, mais plutôt se dire que c'est OK, en fait, on avance et que la personne que vous êtes hier n'est pas la même que vous êtes maintenant. Donc, on est vraiment tous sur une voie d'évolution. Il faut aussi savoir ne pas prendre les choses personnellement. Et dans le monde du travail, cela peut être difficile, car on passe beaucoup de temps sur nos projets, à y investir de l'énergie, de l'émotion même parfois, avoir du mal à prendre un pas de côté et se dire que non, c'est pas parce que le projet ne fonctionne pas tel qu'il est que cela remet en cause mes compétences, bien au contraire. Il peut aussi s'agir en contexte qui vous est moins favorable. Imaginez en fait que vous êtes dans un emploi ou dans une activité qui est très stressante. Cela va nuire aussi à votre épanouissement personnel et à l'optimisation de vos capacités. Vous êtes peut-être moins performant naturellement et c'est aussi des choses à prendre en compte. Un contexte plus favorable à vous, où votre façon de fonctionner, peut-être moins hiérarchique, pourra aussi être plus révélateur et pourra vous permettre de vous surpasser. Je vous invite aussi à vous poser ces petites questions. Qu'est-ce qui vous aiderait à gagner à confiance en vous? Il peut s'agir de petites choses ou de grandes choses. Cela peut vous aider, par exemple, en sortant de votre zone de confort au quotidien à vous sentir beaucoup mieux. Comment vous pouvez surmonter le syndrome de l'imposteur? Si vous exercez un métier créatif, utilisez le design, les méthodes de créativité et les approches agiles pour trouver des solutions pour vous-même. Il y a vraiment une porosité entre ce que vous faites pour les autres et ce que vous pouvez faire pour vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès à présent aussi pour vous sentir mieux? Parfois, c'est en parler avec une personne bienveillante. Comment éviter aussi que les situations qui créent un syndrome de l'imposteur se reproduisent? Parfois, votre syndrome de l'imposteur peut être créé par le fait d'être charrette ou d'avoir toujours trop de projets à gérer. Savoir prioriser les choses peut peut-être vous aider. Ou parfois, c'est dans votre relationnel avec l'autre personne. Le troisième conseil que je souhaite vous partager, c'est de savoir demander de la rétroaction et bien sûr de vous assurer de l'accepter. Si vous demandez un avis à une autre personne, bien sûr bienveillante, je précise, qui est dans votre domaine professionnel, il faut s'assurer d'accepter aussi ce que la personne dira de vous, car cela peut être positif comme négatif. Il est important de savoir à qui poser des questions pour ne pas aller voir des personnes qui vont vous faire ressentir encore plus mal. Par exemple, vous pouvez poser la question directement à votre supérieur ou à un commanditaire ou une personne qui travaille avec vous. Vous pouvez en parler avec un collègue ou un partenaire ou un ami ou un proche du même domaine d'expertise. Je précise aussi ce domaine d'expertise car votre syndrome de l'imposteur est souvent lié à des compétences professionnelles. Donc, c'est bien de demander à la famille ou à votre mère, mais c'est pas elle qui va vous permettre de vous rassurer.
Donc, c'est bien de demander aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Une autre façon de le faire, si vous ne voulez pas poser la question en direct, c'est ce qui peut très bien se comprendre, vous pouvez en fait vous questionner sur les choses que les personnes disent le plus sur vous après une collaboration. Waouh, tu es souriante, tu es bienveillante, ou peut-être qu'ils vont dire des choses comme waouh, t'es hyper sexy, tes livrables sont magnifiques. Ça, c'est des choses qui sont des qualités que vous pouvez en fait intérioriser et vous dire c'est bon, c'est génial, on pense ça de moi. Vous pouvez aussi poser comme question à une personne avec qui vous souhaitez échanger qu'est-ce qu'il a pensé de votre collaboration. Dans quelle étape du projet, est-ce qu'il a ressenti que vous avez apporté le plus de choses ou ce qui lui a apporté le plus à l'équipe? Vous pouvez aussi demander, quelles sont vos compétences les plus fortes et comment est-ce que, il pourrait, vous aider à les améliorer? C'est des petites, questions comme ça, mais qui vont vous aider à vous guider pour la suite. Il est important de ne pas orienter les réponses de votre interlocuteur. Car si vous faites ça, bien sûr, vous allez vous retrouver avec des réponses qui sont biaisées. Parfois trop dans votre sens ou parfois pas suffisamment. Ça dépend aussi de comment vous interagissez avec la personne. Il est important aussi d'être dans une posture ouverte, c'est-à-dire en fait, d'accepter que le commentaire soit positif ou négatif, ou ce que va dire la personne. Bien sûr, c'est à vous de garder votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes très souriant que ça veut dire qu'il faut prendre ce qu'il dit au pied levé. Bon, là, c'était un exemple un peu simpliste, mais je pense que vous voyez un peu l'idée derrière. Le quatrième conseil que je souhaite vous partager, c'est de vous créer un réseau de soutien pour vous entourer de personnes qui croient en vous et qui vont vous soutenir dans votre développement professionnel. Si cela peut vous intéresser, avec la communauté design et collectivité, nous avons créé un groupe LinkedIn dans lequel nous pouvons interagir et se soutenir dans nos pratiques respectives. Il y a aussi des rendez-vous mensuels pour vous partager des conseils et des astuces. Donc, vous êtes bien sûr là où le bienvenu. Si je reviens un petit peu sur cette histoire des réseaux de soutien, il peut s'agir en fait de professionnels qui sont dans le même domaine que vous ou dans d'autres domaines, mais connaissent et qui comprennent votre pratique, qui vont pouvoir vous accompagner. Vous avez aussi la possibilité de faire appel à un mentor. Donc, moi, j'en ai un personnellement et c'est très intéressant pour développer les projets, aller plus loin, se surpasser et avoir aussi une personne qui est à votre écoute. Qui va, par exemple, pendant 1 heure, vous écouter. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi faire appel à un psychologue. Si vous sentez que ce blocage peut vraiment avoir un impact beaucoup plus profond. Le cinquième conseil va être de développer vos compétences et votre réseau professionnel. Réseauter, réseauter et réseauter. Ce mot peut paraître simple, mais le fait de se sentir entouré, de sentir qu'on a des relations, qu'on a des personnes avec lesquelles on peut interagir, va vraiment vous aider. Quelque chose que j'ai observé à force d'échanger avec des personnes de différents milieux, c'est que bien souvent, ils ont la capacité de valoriser des choses qu'ils perçoivent de votre métier ou de ce que vous faites, concrètement. Car nous, on est tellement liés dans le bidon, dans notre, par exemple, design, dans nos approches créatives d'innovation, qu'on a du mal parfois à faire un pas de côté et de se rendre compte de ce qu'on apporte aux autres concrètement. Et c'est là où le fait de parler, par exemple, avec un sociologue, un facilitateur ou un consultant d'innovation qui n'est pas dans votre métier, va vous dire waouh, c'est super, donc toi tu fais ça, moi je fais ça, et vous allez vous apporter beaucoup de choses mutuellement. Le réseau est aussi important car un bon réseau professionnel vous épaulera tout au long de votre carrière. Il va vous permettre d'identifier des personnes aussi qui sont plus avancées dans leur carrière et qui pourraient vous accompagner. Cela va être aussi très intéressant en termes d'opportunités par la suite, mais si ça vous intéresse, on pourra rentrer un peu plus dans les détails de comment se créer un réseau efficace, dynamique et qui va vous apporter des opportunités et aussi dans lesquels vous allez pouvoir apporter des opportunités et être vraiment moteur. Je vous invite aussi de continuer à vous former. Le fait d'éprouver ce syndrome de l'imposteur n'est pas quelque chose qui doit vous bloquer, bien au contraire. Mais il est quand même intéressant de se dire que le fait de vous former peut vous mettre davantage en conscience. En acquérant de nouvelles compétences, cela peut renforcer celles que vous avez déjà. Je vous invite aussi également à inclure vos forces, vos singularités et ce qui fait de vous une personne spécifique. J'ai créé par exemple un atelier sur comment identifier ses forces et sa singularité qui s'appelle Design My Data Skills. Vous le trouverez en barre d'informations si cela peut vous intéresser et vous aider. Si vous avez d'autres conseils qui peuvent aider les membres de la communauté, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'il y a plusieurs façons de procéder pour surmonter ces syndromes.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, la partager et la commenter, cela me fera très plaisir. Vous pouvez aussi découvrir l'article qui est beaucoup plus approfondi sur le sujet.